Alors, Françoise Vergès, vous êtes sociologue, vous êtes anciennement présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, vous êtes également réunionnaise. Vous avez dirigé cette institution du gouvernement français pendant plusieurs années. Pouvez-vous revenir un peu sur le travail de ce comité? Alors, comme vous le savez, le comité, c'était une demande de la loi Taubira qui a été votée le 10 mai 2001. Et le comité, un premier comité avait été mis en place en 2002, mais il y a eu des élections présidentielles et donc il a été ensuite à nouveau en 2004. Donc Marie Scondé était la présidente et j'étais la vice-présidente. Ce comité avait pour mission de faire des propositions au gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la recherche et de proposer une date de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Le travail a été mené en 2005, nous avons remis un premier rapport, nous avons fait le bilan de ce qui se faisait dans les manuels scolaires et les programmes scolaires, dans la recherche et dans la culture. Le bilan était assez négatif, il y avait énormément à faire, beaucoup de progrès à réaliser. Et nous avons proposé le 10 mai comme date nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, c'est-à-dire la date du vote de la loi Taubira, pour justement, d'une part, insister sur la notion de crime contre l'humanité, qui était la loi même, qui déclarait traite négrière et esclavage crime contre l'humanité, donc une notion extrêmement importante, et d'autre part, pour l'entrée dans le contemporain de la citoyenneté, puis c'était une loi votée à l'unanimité, donc dans le contemporain, et ne pas avoir une date liée à un territoire nécessairement. Donc notre travail de notre rapport est rendu en 2005, et 2005, je vous le rappelle, c'est une année extrêmement lourde. Il y a d'abord la loi de février 2005 qui demande l'enseignement positif de la colonisation française, avec toute la controverse qui a lieu à ce moment-là. Ensuite, vous avez des historiens qui s'élèvent contre les lois mémorielles, notamment la loi Taubira, qui demande l'abolition de la loi Taubira. Vous avez aussi les grandes émeutes de septembre, de l'automne, qui vont, pour la première fois depuis la guerre d'Algérie, la mise en place d'un état d'urgence. Tout cela va créer une situation qui montre à quel point, si vous voulez, en fait, le passé colonial n'avait pas du tout été résolu en France. Parce qu'en 2001, quand la loi avait été votée, il n'y avait pratiquement pas eu d'écho dans la presse, il faut le reconnaître, il faut s'en souvenir. Donc 2005, tout d'un coup, on voit, par toutes ces manifestations, que le passé colonial n'a pas disparu, il est encore très très présent dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, universitaire française. Et alors, en 2006, le gouvernement, le président de la République, qui était Jacques Chirac, accepte les propositions du comité, dont celle de faire du 10 mai la date nationale, la journée nationale, et 2006 sera la première année où sera fêté le 10 mai. Et depuis, comme le demandait la loi Taubira, c'est une cérémonie officielle, c'est-à-dire organisée par le gouvernement, c'est la loi qui la demande, et on peut donc, les citoyens peuvent exiger des gouvernements et des collectivités territoriales que cette journée soit respectée. Ensuite, nous avons continué à travailler, évidemment, chaque année en faisant un bilan et ensuite en collectant aussi tout ce que les associations faisaient. Parce que la loi a quand même opéré un énorme tournant, elle a donné une impulsion à tout ce qui était en gestation, ou qui du coup s'est organisé, dont la Fondation du Mémorial de la Traite à Bordeaux, mais aussi des tas d'autres associations. Et on a vu d'ailleurs chaque année l'incroyable vie autour de ces mémoires. Ça a impulsé aussi de nouveau la recherche, ça a impulsé des choses pour les programmes scolaires. Et en 2011, quand nous avons fait le bilan, d'un côté il y avait eu des progrès, et de l'autre il y avait encore énormément de choses à faire. Dont cette chose que nous avions demandé dès 2005, la création d'un centre national de ressources et de documentation sur les traites et les esclavages. Un lieu où n'importe qui puisse entrer et trouver des réponses aux questions. Mais qu'est-ce que ça a été? Quels sont les héritages? Pourquoi ça a amené du racisme? Pourquoi le racisme est lié à l'esclavage et à la traite? Pourquoi il y a eu ce racisme anti-noir? Est-ce que le racisme est la cause ou la conséquence de l'esclavage? Ensuite, quelles sont les formes d'esclavage contemporain? Quels sont les héritages aussi dans les cultures? N'oublions pas qu'il y a des langues, les langues créoles, il y a des musiques, il y a des littératures, il y a des poésies, il y a des savoirs que nous ont légués les femmes et les hommes qui ont été réduits en esclavage. Il y a donc toute une réflexion et faire connaître et faire valoriser tous ceux qui ont lutté, toutes les femmes, les hommes qui ont lutté à travers l'histoire contre l'esclavage colonial.
de faire que leur nom soit connu de tous, qu'ils soient les héros et héroïnes partagés par tous, communs à tous. Donc vraiment un énorme travail encore à continuer, on le sait. La société française continue à ignorer l'apport d'esclaves qui ont lutté, d'esclaves marrons, d'esclaves de femmes, des hommes qui ont résisté, même en survivant, tout simplement en survivant, en protégeant leurs enfants, en faisant que quelque chose soit légué d'une idée de rester des êtres humains malgré un système qui faisait d'eux des marchandises. Donc le travail est encore très long, il y a encore beaucoup d'efforts. Il se mêle, je pense, aujourd'hui à tout un travail sur le passé colonial dans toute son histoire, dans la longue histoire, on pourrait dire, de la colonisation française, qui débute au XVe siècle, qui se termine à la fin de l'Empire colonial tel qu'il a été conçu au milieu du XXe siècle, mais qui continue à avoir d'autres formes aujourd'hui, d'une part dans le lien qu'entretient la France avec le continent africain, pour le lien qu'entretient la France avec ses territoires d'outre-mer. Et puis la société française elle-même, qui a été profondément contaminée, on pourrait dire, si je peux utiliser cette expression, par le racisme, par les bénéfices que nous a apporté l'esclavage colonial, puis le colonialisme. Et donc c'est un travail de décolonisation des esprits et des pratiques qu'il faut poursuivre, et un lourd travail, un travail extrêmement important contre le racisme. Justement, vous avez parlé de l'Afrique. Vous savez que le Sénégal est l'un des premiers pays, ou le premier pays africain à avoir déclaré la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Que pensez-vous de cette dynamique mémorielle en Afrique? Je pense qu'elle est très importante. Je pense que pour ce qui est effectivement pour l'Afrique, c'est son rôle dans la traite négrière, puisque pour l'esclavage, ça serait les esclavages africains, les formes d'esclavage africains. Effectivement, comment ça s'est organisé? Comment ça peut durer tant de siècles? Quel est l'apport, on pourrait dire, des royaumes africains ou des négriers africains dans ce commerce? Comment les réseaux sont organisés avec les réseaux économiques européens qui ont toujours dominé, nous l'oublions pas, c'est eux qui quand même étaient les dominants dans cette affaire. Mais effectivement, on comprend très bien que vous ne pouvez pas avoir une traite qui dure tant de siècles si vous n'avez pas des apports locaux. Et en même temps, il faut voir aussi localement qui étaient les acteurs, les différents acteurs. Vous avez les négriers, vous avez ceux qui résistent, vous avez des villes qui résistent, vous avez aussi, comme on le sait, la résistance que peut apporter l'islam, puisque l'islam, on ne pouvait pas traiter des musulmans. Donc justement, la conversion que ça va apporter, notamment au Sénégal. Il y a encore énormément de choses à faire. Les bouleversements qui ont lieu dans le domaine social et culturel, puisque dans les ports négriers, il fallait cultiver des produits pour les mettre sur les bateaux négriers. Et donc, il y a eu des apports, il y avait des usines à esclaves sur l'Africain. Donc, il faut complètement pénétrer les guerres, parce que ça apporte les guerres, l'incroyable, on a déversé des armes en Afrique. On a aussi ce que montrent des historiens comme Ibrahim Atioub ou Babacar Fall. On a aussi organisé une certaine géographie de l'économie et qui existe toujours en Afrique, c'est-à-dire là où vous prenez la ressource, la route qui emmène la ressource au port, et ensuite c'est envoyé dans le reste du monde. Ça ne profite pas au pays, ça ne profite pas à la société africaine. Donc c'est un héritage qui pèse encore sur notre temps. Je pense que là, j'étais aussi en Éthiopie l'an dernier, et pour la première fois, il y avait une table ronde sur les formes d'esclavage et la traite dans cette région du monde qui a été aussi très importante. Donc je pense que ça, les voies africaines, la recherche africaine, va être absolument fondamentale dans notre compréhension de cette mondialisation. Alors, une autre question également, vous savez que la question des réparations est une question qui a un peu occupé l'opinion ces derniers temps, notamment en France. Quelle serait d'après vous la pertinence de réparations liées à la traite des Noirs et l'esclavage? La question doit être posée. La question doit être posée. L'Europe a quand même énormément bénéficié de la traite et de l'esclavage. Alors on a fait des calculs, oui, non, etc. Mais enfin on sait que des villes se sont enrichies, que des familles se sont enrichies. Et on sait aussi que cet enrichissement a permis ensuite d'investir dans les révolutions industrielles. Donc il y a eu effectivement ponction sur le continent africain, exploitation du travail des personnes réduites en esclavage qui a permis la richesse de l'Europe. Donc il y a une question quand même à se poser. L'Europe doit se poser cette question. Comment l'Europe va réparer, si on veut utiliser ce terme? C'est, je pense, une question qui mérite d'être beaucoup plus discutée.
Il ne faut pas, a priori, dire est-ce que la réparation financière est absolument à rejeter, au sens où se dire quelles seraient les formes aujourd'hui de collaboration avec les sociétés qui ont été touchées par ça et dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Il faut pouvoir discuter les tournants. Moi, je suis pour le débat, la discussion. Je ne suis pas mécaniquement pour la réparation financière, mais je suis pour la discussion. Et il y a aussi des politiques publiques, Christiane Taubira l'a souvent répété, il y a des politiques publiques à imaginer, d'éducation, de formation. Les sociétés qui sont nées de l'esclavage, la Guyane française, Martinique, Guadeloupe et La Réunion, sont des sociétés qui demeurent profondément inégalitaires. Le chômage des jeunes est absolument désastreux. Il y a des inégalités d'accès au foncier, à la santé, encore, à l'éducation. Donc ce sont des sociétés encore qui n'ont pas réussi à se développer. Est-ce que c'est le fait de l'esclavage et du siècle colonial qui suit entre 1848 et 1946? Est-ce que c'est aussi la conséquence finalement de programmes pas assez pensés depuis 1946? Mais on ne peut pas se dire qu'il y a des territoires dans la République où vivent les citoyens français et qui restent dans un tel état de non-développement. Alors, la dernière question, Françoise Vergès, vous êtes très impliquée à Nantes. Vous vous occupez des rencontres du mémorial, et Nantes qui est une ville assez pilote sur la question mémoriale et où vient d'être inauguré l'an dernier le premier mémorial à l'abolition de l'esclavage. Pouvez-vous nous raconter assez brièvement donc, le travail que vous faites à Nantes? Bon, comme on sait, Nantes était le premier port négrier français et depuis 1900, notamment avec l'association des Années de la Mémoire, avait commencé à se pencher sur son histoire. Ensuite, le maire Jean-Marc Ayrault a voulu, dès 1998, qu'il y ait un mémorial. Ce mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, donc ouvert, comme vous l'avez dit l'an dernier, et qui est le plus grand mémorial aujourd'hui au monde, dédié aux luttes contre l'esclavage. Alors moi, on m'a posé la question, mais pourquoi l'abolition et pourquoi pas l'esclavage? Je pense qu'il faut quand même remettre à jour la question de la lutte contre l'esclavage, du combat contre l'esclavage, de se rappeler qu'il a été long, qu'il a été difficile, qu'il a fallu que des gens dans le monde, à travers le monde, s'unissent, entrent en solidarité, que ce soit une Olympe de Gouges en France avec une mulâtresse solitude de la Guadeloupe ou une Sojourner Truth aux États-Unis ou Queen Nanny à Jamaïque ou des hommes, des Sinan, des Frédéric Douglas, des Toussaint Louverture, des Dessalines. Tous ces gens-là ont contribué à ce que soit mis fin à l'esclavage colonial, qu'il devienne en tout cas illégal dans la loi, qu'il y ait quelque chose qui, je veux dire, on ne peut plus traiter. Donc ça, je pense, c'est important. Le mémorial, son rôle, c'est vraiment la conscience, l'éducation citoyenne, faire vraiment que c'est une histoire, faire comprendre à la société française que c'est son histoire. Merci beaucoup, Françoise.